Imaginez un lieu qui est censé apaiser, mais qui, en réalité, est une source de stress. C'est un peu le paradoxe qu'on va explorer aujourd'hui en se penchant sur ces fameux espaces de calme dans les établissements de soins. Oublions tout de suite l'idée de simples pièces d'isolement. On va voir qu'il s'agit en fait de toute une philosophie de l'accompagnement. Ce témoignage de Gabrielle est saisissant. Elle parle d'un boucan infernal, la même où elle aurait dû trouver le calme. Son expérience, elle soulève une question essentielle. Comment est-ce qu'on peut s'apaiser quand l'espace lui-même est une agression, un lieu où toute forme d'intimité est juste impossible? Et du coup, ça nous amène à la question centrale. À quoi servent vraiment ces espaces? Où est-ce qu'on place le curseur entre le soin, la protection et une forme de contention qui prive de liberté? C'est toute cette tension qu'on va décortiquer ensemble. Alors, pour répondre à ça, il faut un changement de perspective, mais un changement radical. Les approches qu'on analyse aujourd'hui proposent de passer d'un modèle qui attend que la crise éclate pour réagir à une approche qui est entièrement tournée vers la prévention. Et tout commence par redéfinir un terme clé, le comportement problème. C'est là que le regard change complètement. Ce n'est plus vu comme une sorte de défaut de la personne, mais bien plus comme une forme de communication. C'est le signal d'un besoin qui n'est pas comblé, d'une souffrance qui ne trouve pas d'autre moyen de sortir. Là, le changement de paradigme est total. C'est vraiment un avant-après. D'un côté, on a le modèle classique, centré sur la gestion de crise, avec des règles institutionnelles rigides et, disons-le, souvent punitives. Et de l'autre, cette nouvelle philosophie qui cherche à améliorer la qualité de vie pour que la crise n'arrive même pas, grâce à un soutien totalement personnalisé. Et attention, ce changement de philo, il ne sort à nulle part. Non, il est profondément ancré dans des principes fondamentaux, les droits et la dignité de chaque personne. La façon dont on conçoit les espaces et les accompagnements doit découler de ces droits, et jamais l'inverse. Et ces droits, ce ne sont pas juste des grands mots en l'air, ce sont vraiment les piliers qui doivent soutenir chaque décision. Du droit à l'intimité jusqu'au droit de participer aux choix qui nous concernent, chaque aspect de l'accompagnement est en jeu. Le respect de ces droits, ce n'est pas une option, c'est la base de tout. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, la liberté d'aller et venir, ça veut dire qu'on arrête de fermer une porte à clé juste au cas où. Le respect de l'intimité, ça peut être un geste aussi simple que de frapper à la porte avant d'entrer. Et le soin adapté, c'est refuser qu'une mesure de sécurité pensée pour une seule personne devienne une contrainte pour tout le monde. Ce témoignage il est terrible. Il montre les conséquences dramatiques quand la logique de l'institution prend le dessus sur les besoins et la dignité d'une personne. Isabelle, elle sait exprimer son besoin, mais elle régresse à cause d'une porte fermée à clé. C'est l'exemple parfait d'une règle collective qui va à l'encontre du bien-être d'un individu. Donc, si on voit bien que les règles toutes faites peuvent faire des dégâts, la solution, elle est tout forcément dans la personnalisation. Il n'y a pas une bonne façon d'utiliser un espace de calme, il y en a autant qu'il y a de personnes. L'approche doit être du sur-mesure, de A à Z. Et le point crucial ici, c'est que ces 3 formes de retrait sont des stratégies de prévention, basées sur le consentement, jamais des sanctions. Le retrait volontaire, ça renforce l'autonomie. Le retrait négocié, c'est un acte de soin proactif. Et le retrait planifié, eh bien, ça intègre le besoin de calme dans le quotidien, tout simplement. Cette phrase de Carole, elle dit tout. Au cœur de cette nouvelle approche, il y a ça, la liberté de choisir. La personne n'est plus un objet de soin, elle est l'actrice principale de son propre accompagnement. Et c'est cette liberté qui transforme une contrainte potentielle en un outil puissant. Mais attention, l'espace de calme, ce n'est qu'un outil dans une panoplie bien plus large. Le vrai travail, le gros du travail, il se fait bien en amont de la crise. Il s'agit de construire une véritable boîte à outils de la prévention, pour la personne comme pour les équipes. Alors on met quoi dans cette fameuse boîte à outils? Eh bien une approche globale. On identifie les causes, on élabore un plan d'action ensemble, on donne à la personne les moyens de gérer ses émotions, on adapte son environnement. Bref, c'est un vrai travail d'équipe où tout le monde, de la personne accompagnée au soignant, est sur la même longueur d'onde. Et voici un exemple concret qui montre que ça marche. Marc. Il n'est plus géré pendant une crise, non. Il a acquis une compétence, une stratégie pour s'autoréguler. Il est passé de la réaction qu'il subissait à une action qu'il a choisie. Son stress ne mène plus à la violence, mais à une promenade qui lui permet de reprendre le contrôle. C'est énorme. Bon, maintenant, il faut qu'on aborde le sujet le plus délicat, le recours à un espace de retrait, non plus en prévention, mais comme une mesure de protection face à un danger qui est imminent. C'est une mesure exceptionnelle et qui doit être encadrée par des règles extrêmement strictes. La clé de tout est dans la définition. Et le mot le plus important, c'est imminent. On ne parle pas d'une possibilité, d'une peur ou d'une supposition. Non, il s'agit d'un risque concret, là, maintenant, qui ne peut être géré par aucune autre méthode.
Le seuil pour justifier une telle mesure est, et c'est normal, extrêmement élevé. Et voici le principe non négociable qui doit guider toute intervention de ce type. L'objectif unique, c'est la sécurité. Point. Dès que le danger imminent n'est plus là, la mesure s'arrête. Elle ne doit jamais, au grand jamais, être utilisée pour punir, pour discipliner ou pour avoir la paix. C'est une distinction éthique qui est fondamentale. Et tout ça, finalement, ça nous ramène à notre point de départ. La vraie question, ce n'est pas tant de savoir comment gérer la crise, mais plutôt comment créer des environnements, des accompagnements et des relations si bienveillants que la crise ne devienne jamais une fatalité. C'est ça le véritable défi. Faire en sorte que ce dernier recours reste ce qu'il doit être, une exception absolue. Repenser ces espaces, au fond, c'est repenser le soin lui-même.